Nous terminons l'examen de ce projet de loi permettant la fin de l'exploitation des hydrocarbures sur notre sol national, dans lequel nous nous sommes investis positivement, tant le symbole nous semblait important. Malheureusement, si le texte venant de l'Assemblée nationale comportait certaines failles, nos travaux les ont accentuées, réduisant quasi à néant les ambitions de ce projet de loi, en laissant bien trop de place aux intérêts partisans et financiers des industriels pétroliers et gaziers qui vont à l'encontre, je le redis, de l'intérêt général et environnemental. Bien naturellement, les députés ont rétabli leur texte, avec quelques évolutions notables et favorables, notamment la définition de la fracturation, qui permet à notre sens concrètement que soit interdite l'exploitation des gaz et hydrocarbures de roche. Aujourd'hui, la seconde lecture va être courte, puisqu'une motion a été présentée. Nous ne partageons ni cette démarche qui prive le Sénat de ses prérogatives, ni les attendus qui nous semblent en décalage, à notre sens, absolu avec l'urgence environnementale. Alors, que dire de ce projet de loi en fin de parcours? Si nous en partageons le symbole, nous aurions aimé qu'il aille plus loin, et ce, de plusieurs manières. Premièrement, en plaçant à plus brève échéance la fin des permis de recherche et concessions. 2040 nous semble bien lointain au regard de l'urgence climatique. Deuxièmement, parce que le droit de suite est maintenu, alors qu'il porte atteinte à la capacité de la puissance publique de maîtriser son mix énergétique et de définir sa politique minière. En outre, l'introduction de la notion de l'équilibre économique est une épine dans le principe même de l'arrêt de l'exploitation et de la recherche. Enfin, parce que ce texte n'envisage l'économie des énergies fossiles que sous le prisme de l'exploitation. Il fait l'impasse sur la définition d'une stratégie nationale en matière d'importation et ne fixe aucune règle nouvelle sur le financement, y compris public, des activités d'exploitation des hydrocarbures à l'étranger. Or, nous savons que ces questions sont importantes. Dans ce contexte, nous ne pouvons pas passer sous silence le CETA et ses conditions d'application désastreuses. Ainsi, 75% des compagnies minières mondiales sont enregistrées au Canada, avec les avantages juridiques et fiscaux qui vont avec. Avec cet accord, la France ne pourra plus s'opposer à l'importation de sable bitumineux au Canada. Pour ne prendre que quelques exemples, cet accord entraînera une hausse des échanges, entraînant à son tour une hausse des émissions de gaz à effet de serre et mettra à mal le principe de précaution. Je ne pense pas que, malgré tous les garde-fous et le plan d'action mis en place, le CETA soit climato-compatible. Je souhaiterais d'ailleurs connaître votre position plus précisément, Monsieur le ministre, que celle de votre secrétaire d'État indiquée lors du débat sur la COP23 la semaine dernière. Nous continuons donc, je le redis, de porter l'idée d'un référendum sur cet accord pour donner la parole au peuple, car il va à l'encontre de l'objectif porté par ce projet de loi. Par ailleurs, le rapport d'Attac a également mis en lumière l'aide apportée par les banques nationales et les institutions financières publiques aux projets concernant les énergies fossiles. Ainsi, les banques françaises ont investi 844 millions d'euros dans les énergies fossiles depuis 2015, alors même que les énergies renouvelables ont vu leur financement baisser au niveau mondial de 23%. La loi de finances pour 2018 continue une politique fiscale avantageuse de niche pour les énergies fossiles qui coûteront la petite bagatelle de 7 milliards d'euros au budget national. Nous ne pouvons plus continuer ainsi à manier le double discours, comme encore récemment lors du One Planet Summit. Derrière les promesses de décarbonation de l'économie, la réalité est tout autre. Après 3 années de stagnation, les émissions humaines de dioxyde de carbone sont reparties à la hausse en 2017. C'est le constat des travaux publiés le 13 novembre dernier par 15 000 scientifiques de 184 pays. Cette tribune enjoint les responsables politiques que nous sommes de tout mettre en œuvre pour freiner la destruction de l'environnement et éviter que ne s'aggrave l'épuisement des ressources que l'humanité tire de la planète. Le point de non-retour est presque atteint. Monsieur le ministre, au-delà des symboles, la transition énergétique et écologique doit donc s'incarner. Plus un euro ne doit financer les énergies fossiles. Par ailleurs, pour engager ce changement de paradigme, les changements doivent être accompagnés et préparés. Le changement climatique, s'il est réfléchi et préparé, ne menace pas l'emploi, comme je l'ai entendu, mais au contraire permet d'en créer.
Ainsi, la plateforme emploi-climat indique qu'1 million d'emplois seraient créés si nous investissions dans la transition énergétique. Il faut veiller à ce que les salariés des filières menacées aient le temps et les moyens de se reconvertir. Mais il faut aussi préparer l'avenir, c'est-à-dire la protection de notre planète, de la biodiversité, qui sont les conditions mêmes de la vie. Nous prônons, vous le savez, un pôle public de l'énergie, dégagé des impératifs de rentabilité du marché, afin de se donner démocratiquement les outils pour favoriser les coopérations et la montée en puissance des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Il aurait pour mission de garantir pour toutes et tous un droit à l'énergie dans des conditions économiquement acceptables. Il est clair qu'aujourd'hui, aucune énergie renouvelable n'est en capacité de produire suffisamment d'énergie pour la consommation nationale. Pour autant, la question du produire mieux et plus, et en même temps de consommer moins, est donc centrale, tout comme celle de l'indépendance énergétique. Pour conclure, toutes ces questions doivent être débattues au sein de ce pôle public qui devra avoir les moyens de mener cette politique audacieuse. Pour cela, 2 solutions. Les pouvoirs publics doivent prendre leurs responsabilités en investissant massivement. Et enfin, les bénéfices des entreprises du secteur doivent être fléchés vers les investissements en faveur de cette transition écologique et énergétique. Voilà, mes chers collègues et monsieur le ministre, mes quelques remarques que je souhaitais vous faire. Merci, chers collègues.